La Chine et la Russie ont affiché leur unité face à l'Occident dans la crise à la frontière ukrainienne, à l'ouverture des JO de Pékin. La présidente de la Commission européenne énonce les contours des sanctions que les 27 pourraient prendre contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. Pas d'accord au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner les tirs de missiles nord-coréens. C'était la 3e réunion sur le sujet en un mois et elle a abouti à une impasse. La Russie et la Chine ont affiché leur unité contre l'Occident lors de l'ouverture des JO de Pékin. À son arrivée, le président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Leurs ministres des Affaires étrangères ont aussi tenu une réunion en marge de la rencontre. Les déclarations de Washington contre la Russie, accusant Moscou de monter des fausses vidéos pour justifier une invasion, ont été au cœur de leur discussion. J'ai lu certaines déclarations du département d'État américain, selon lesquelles la Russie prépare de fausses vidéos montrant une prétendue attaque des troupes ukrainiennes sur le Donbass. Eh bien, je ne sais pas. La nature délirante de ce genre d'assertion, et il y en a de plus en plus chaque jour, est évidente pour tout politologue plus ou moins expérimenté. Ces accusations américaines surviennent alors que les troupes de l'OTAN continuent d'arriver dans les pays de l'Est de l'Europe. Les autorités ukrainiennes prennent le parti de Washington. Nous avons su par les États-Unis que de telles fausses vidéos montées par la Russie pour justifier une invasion seront rendues publiques. Ce n'est pas une surprise. Depuis 2014, ces actions assidueuses russes sont courantes. Nous avons vu qu'ils sont prêts à tout pour essayer de fabriquer quelque chose et d'accuser l'Ukraine. Alors que les manœuvres militaires se poursuivent près de la frontière ukrainienne, le président français et la chancelière allemande ont déclaré qu'ils allaient venir à Moscou le 14 et 15 février prochain pour essayer de trouver une solution politique à la crise. Entre diplomatie et sanctions, l'Union européenne prépare sa réponse à une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Euronews a interrogé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les tensions s'accentuent à l'est du continent. On ne voit aucun signe de désescalade, au contraire, on voit les États-Unis et la Russie rassembler des troupes. La diplomatie a-t-elle échoué et l'Europe se dirige-t-elle vers une véritable guerre ? Nous ne devons pas abandonner nos efforts diplomatiques face à la crise provoquée par la Russie. Nous faisons tout ce qui est possible pour que la diplomatie et le dialogue réussissent. Mais nous sommes aussi très clairs. En cas d'une nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, il y aura des conséquences très graves et un coût très lourd pour la Russie. Nous avons préparé un paquet de sanctions très robuste et complet. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces sanctions ? Cela comprend un accès limité pour la Russie au marché financier de l'Union européenne. Cela comprend un accès limité pour la Russie à des biens cruciaux et à des technologies dont elle a besoin et qui ne peuvent pas être remplacées ou fournies facilement. Il est donc dans l'intérêt de la Russie d'engager une désescalade. L'Union européenne peut-elle se permettre des sanctions qui finiraient par menacer son approvisionnement énergétique ? En effet, ce serait une situation grave. Mais nous avons fait notre travail et nous travaillons intensément pour empêcher une telle situation et pour être prêts si elle devait arriver. J'ai créé un partenariat de sécurité énergétique avec le président Joe Biden. La semaine prochaine, il y aura un sommet sur la sécurité énergétique. Et bien sûr, nous avons parlé à différents fournisseurs de gaz naturel liquéfié à travers le monde qui se disent intéressés à combler le vide que laisserait la Russie. À propos de l'Union européenne en tant qu'ensemble, on voit des États membres prendre des initiatives individuelles, par exemple le Premier ministre hongrois qui rencontre le président russe et qui publiquement déclare que les demandes de Moscou sont raisonnables et que les sanctions ne mènent à rien. Quels sont les leviers dont dispose l'Union dans cette crise mondiale ?
Il y a l'unité et un alignement très fort au sein de l'Union européenne. Et à propos de la Hongrie, jusqu'à maintenant, elle a soutenu les sanctions contre la Russie et elle a annoncé qu'évidemment, elle maintiendrait l'unité européenne s'il devenait nécessaire d'agir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Conseil de sécurité de l'ONU tenait ce vendredi soir une réunion spéciale consacrée à la Corée du Nord. Une réunion demandée par les États-Unis après les tirs de missiles effectués par Pyongyang. Washington a présenté un texte qui condamne ces essais de missiles, mais plusieurs pays ont refusé de l'adopter. C'était la troisième fois en moins d'un mois que le Conseil de sécurité se réunissait sur ce dossier nord-coréen. Nous nous soucions de la situation humanitaire sur le terrain là-bas. Nous avons travaillé pour fournir un soutien humanitaire de toutes les manières possibles. Mais dépenser des millions de dollars en tests militaires alors que votre peuple meurt de faim indique que les dirigeants ne se soucient pas de leur propre peuple. Pour la Chine, les États-Unis sont trop stricts dans leur approche du dossier nord-coréen. S'ils veulent faire avancer les choses, ils devraient faire preuve de plus de sincérité et de flexibilité. La Corée du Nord a réalisé ces dernières semaines une série de tests de missiles. Celui effectué le week-end dernier était le plus puissant depuis 2017. À l'époque, le Conseil de sécurité avait riposté en imposant de lourdes sanctions économiques à Pyongyang. Au Maroc, les secouristes s'activent plus que jamais pour tenter de sauver Ryan. Ce garçon de 5 ans est coincé dans un puits depuis mardi. Cela se passe dans un village montagneux de la province de Chefchaouen, dans le nord du Maroc. Dans quel état se trouve l'enfant? Plus le temps passe, plus les chances de le retrouver vivant s'amenuisent. Ryan a fait une chute accidentelle dans ce puits asséché, étroit et difficile d'accès. Le problème auquel les secouristes sont confrontés, c'est le risque d'éboulement. Cela fait 5 jours que c'est l'effervescence autour de ce trou béant dans lequel il a glissé. Des équipes de secours qui se relayent, mais aussi des villageois des environs venus proposer leur aide, des journalistes et de nombreux curieux. Ce drame est aussi très largement commenté sur les réseaux sociaux avec de nombreux messages de solidarité. Coup d'envoi pour les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le nid d'oiseau, surnom du stade de la capitale, s'est enflammé en début de soirée heure chinoise. Une cérémonie d'ouverture presque timorée, comparée à la grandiloquence de celle de 2008. Cette année, elle mettait en scène seulement 3000 artistes, 3 fois moins qu'il y a 14 ans lors des JO d'été pékinois. Covid oblige, les tribunes étaient remplies au tiers de leur capacité. De nombreux officiels ont boycotté la cérémonie en signe de soutien au peuple ouïghour. C'était le cas notamment des États-Unis ou du Royaume-Uni. Symbole d'un alignement entre Moscou et Pékin en pleine crise russo-ukrainienne, Vladimir Poutine a ostensiblement fait le déplacement. Il a rencontré son homologue chinois avant de se rendre au stade. Loin des déclarations sur le risque de politisation du sport, ces JO de Pékin démarrent donc dans un quasi-contexte de sommet diplomatique, avec au milieu quelques 2900 sportifs qui rêvent tous de conquérir l'or olympique. Joaquín Sorolla était un artiste prolifique, impressionniste, post-impressionniste et luministe, à qui l'on doit plus de 2200 œuvres entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Les enfants sont devenus les personnages principaux des tableaux de Sorolla dès le début de sa carrière. Le peintre valencien a peint sa famille, mais a été chargé aussi par la bourgeoisie et l'aristocratie de réaliser non seulement leurs portraits, mais aussi ceux de leurs enfants. Le célèbre salon de printemps de Liljevalchs marque l'ouverture de chaque nouvelle année artistique à Stockholm. Plus de 200 œuvres d'art sont exposées dans le salon de printemps du musée, une reprise attendue en Suède après l'annulation de la dernière édition en raison des restrictions sanitaires. Les peintures et d'autres propositions artistiques montrent clairement ce que les gens et les artistes ont vécu pendant la pandémie et les périodes d'isolement.
Enfin, la Saatchi Gallery de Londres ouvre une nouvelle exposition Bob Marley, One Love Experience, consacrée à la légende du reggae. À travers les odeurs, les sons et la danse, les visiteurs pourront explorer la vie et les passions de l'artiste, notamment son affection pour le Royaume-Uni. L'influence de Bob Marley est sans limite et se poursuit aujourd'hui de la politique à l'art, en passant bien sûr par le reggae.